Le thème du jour, c'est Marine Le Pen. Marine La Pen, ce que vous voulez. Marine Le Pen, elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet, 5 ans d'inéligibilité sous exécution provisoire et 100 000 euros d'amende. Le parti. Pardon, tu, tu peux répéter la sanction parce que j'avais oublié. Je pense si Marine Le c'est en Pen mois ou en année. a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, 4 ans de prison quand même, hein. ouais, dont 2 ans Donc ferme 2 ans ferme, hein. sous bracelet. 5 ans d'inéligibilité sous exécution provisoire et 100 000 euros d'amende. Le parti du Rassemblement national a été condamné à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million d'euros en sursis. Je ne connaissais pas ce délire d'avoir une amende en sursis. Et Bon. ensuite, je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais Timothée Houssen, Bruno Gollnisch, Louis Alliot, Nicolas Bay, Dominique Blid, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutenet, Thierry Légier, Guillaume Lhuillier, Micheline Brunat, Yann Le Pen, la sœur de Marine, Catherine Griset, Julien Audoul et Jeanne Pavard ont aussi eu des sanctions, ont eu des peines de prison allant de 18 mois à 8 mois, avec du sursis évidemment, des peines d'inéligibilité, etc. Alors c'est très drôle parce que évidemment, Marine Le Pen avait, de façon très véhémente, avec force et vigueur, dit publiquement à la télé qu'il fallait des inéligibilités à vie pour n'importe quel politique qui ferait du détournement de fonds. Voilà. Donc bien se faire attention à ce qu'on dit publiquement et d'être solide sur ses appuis avant d'affirmer quelque chose en politique. Éric Ciotti annonce, alors là on assiste à un truc incroyable, hein, tous les droits tardés dénoncent un déni de démocratie. Voilà. Éric Ciotti annonce le dépôt d'une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité qui sera examinée le 26 juin. Je rappelle que l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité, ça veut dire que là, elle est inéligible même si elle a fait appel. Alors qu'habituellement, quand tu fais appel, tu repousses la sanction qui va avec jusqu'à ce que l'appel soit jugé. Là, en fait, l'exécution provisoire qui a été décidée par le juge fait que les juges, je ne sais pas si c'était une femme ou un homme, fait que elle ne peut pas être éligible de facto jusqu'à son appel. Là, elle ne peut pas être éligible. Et tout le monde crie au scandale, déni de démocratie. Évidemment, Cyril Hanouna qui a dit que après Sarkozy, injustement condamné, là, Marine Le Pen, on marche sur la tête, le pays ne va plus, là, il va falloir quelqu'un qui renverse tout ça et tout. Il commence à dire ça derrière ses Ray-Ban aviateurs fumés qu'il porte en studio. Il commence à dire, ouais, il va falloir quelqu'un qui renverse sa table et tout. Euh, et donc, la Cour d'appel de Paris envisage un nouveau procès en appel pour Marine Le Pen avec une décision à l'été 2026. Avec ce procès, Marine Le Pen pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2027 si elle est relaxée, si la peine d'inéligibilité est réduite, si la peine d'inéligibilité n'est pas immédiate. Marine Le Pen annonce qu'elle va saisir le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme après sa condamnation. Elle a été soutenue par Viktor Orban, par Donald Trump et par Vladimir Poutine. Voilà, je vous le dis, ça vous permet de situer le personnage. 61% des Français approuvent la condamnation de Marine Le Pen. 43% la trouvent tout à fait justifiée. Voilà, sondage Cluster Le Point. Et dans ce lot, il y en a plein qui disent que c'est pas une démocratie, que les juges ont fait de la politique, etc. Et des journalistes comme Fabrice Arfi ont fait un truc tout simple. Ils ont tapé sur Google exécution provisoire d'inéligibilité. Ils se sont rendus compte que pour plein de corps de métier, ces peines avaient déjà été appliquées. Voilà. Et que c'est pas parce que c'est Marine Le Pen que c'est appliqué. Mais ils veulent pas l'entendre. Et toi, je voulais t'entendre, Docteur H, sur ce que pour toi ça représente, parce que tu sais qu'il y a même, je sais pas si tu l'as vu, le message de Mélenchon sur le sujet. T'avais lu Non, le communiqué de Mélenchon? pas du tout. Il a mis des doutes sur beaucoup de gens. Communiqué de Mélenchon, tu vas me dire ce que t'en penses. Parce que on n'était pas d'accord avec des potes.
Mais en vrai, j'avoue, c'était mitigé. Je vais te le lire. Je vais te le lire et on va pouvoir en parler juste après. Alors, il faut juste que je le retrouve. Ah, voilà, c'est là. Voilà le communiqué. Marine Le Pen et 8 élus du Rassemblement national ont été condamnés à ce jour pour détournement de fonds publics. Leur condamnation est assortie d'une peine d'éligibilité applicable immédiatement pour l'essentiel d'entre eux. Nous notons que les faits qui sont déclarés avérés sont particulièrement graves. Ils contredisent entièrement le slogan Tête haute, main propre, sur lequel ce parti a longtemps cherché à prospérer. C'est là que ça devient plus. Je sais pas, tu vas me dire. Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable quel qu'il soit. Quant au reste, la France insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national. Nous le combattons dans les urnes comme dans la rue, par la mobilisation populaire du peuple français, comme nous avons su le faire lors des élections législatives de 2024. Nous les battrons aussi demain dans les urnes, quel que soit son ou sa candidate. Et c'est cette phrase qui a interpellé beaucoup de potes à moi. Le truc de n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national. Tu l'entends comment, toi, ce truc-là? Oui, c'est, moi, je veux te le dire un peu spontanément et franchement, c'est-à-dire sans trop de réflexion à vrai dire, mais je trouve ça merdique. Je trouve ça très nul comme, comme idée, comme phrase. Après, de toute façon, de toutes les manières, je suis pas un fan, du monsieur. C'est-à-dire que même si les idées peuvent sembler bonnes, hein, mais ça ne me de toute façon, je ne suis l'obligé de personne. Mmh. Heu, mais, hem, mais bon, c'est bien, tu m'ouvres la brèche pour parler du sujet de manière plus générale, à Mmh. partir de ce que tu viens de dire là, du communiqué. Ouais. Alors déjà, comment dire? Avant toute chose, cher, voilà, voilà, c'est très, très, très important. Voilà, hein. Marine, hein, si tu nous entends ou pas, on s'en fout, Ouais. cher. Donc ça, c'est le principe de base et tous tes potes et toute ta mafia et tous tes fans et cetera, qui puissent, s'étouffer copieusement dans leurs larmes de désolation. Mmh. Hem, ensuite, si on veut aller un peu plus sur le fond des choses, hem, je sais que depuis très longtemps, il y a cette, j'allais dire cette, condamnation, élitiste, ouais, Mmh. cette condamnation élitiste que l'on fait aux gens du peuple de dire assez souvent, assez légèrement il est vrai, assez régulièrement et facilement, tous pourris pour parler du monde politique. Mmh. Et que d'ailleurs, justement, si tu as le malheur de le dire ça dans ce qu'on appelle des bons milieux, surtout les milieux bourgeois, Mmh. tu laisses entendre de loin ou de près cette idée selon laquelle tous pourris, on te va tout de suite te dire: «Tu es un populiste, tu même peut-être un confusionniste, tu machin et cetera». Mmh. C'est même de la rhétorique des extrêmes. C'est les extrêmes qui disent tous pourris et tout. Ouais, mais à un moment donné, en fait, voilà, si je dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, quand ça commence à trop se voir et quand ça commence à déborder de partout et que la corruption, elle commence à piquer les yeux de tout le monde et que même les magistrats sont là en train de dire: «Ouais, mais à un moment donné, il faut qu'on les condamne les gens parce qu'on a un code pénal, en fait, entre les mains». Et là, on n'y peut rien si des procès ils commencent à venir, c'est comme ça. C'est que littéralement, heu, ce qui est en train de se passer, c'est que, bah, beaucoup de monde est concerné, hein, par ce qu'a fait le RN et en fait, beaucoup de monde est trempé dans des affaires, pas très belles sur la question des financements, sur les rapports entre le comment on utilise l'assistant parlementaire, les enveloppes et cetera. Mais c'est assez général. Donc en gros, hem, là où on doit essayer, de comprendre les choses, c'est que, c'est pas un scoop ce que je vais dire, c'est même pas un truc, de dingue, mais c'est peut-être important de l'entendre parce que c'est une évidence qu'il faut bien marteler. Les gens n'ont plus du tout confiance en la politique, ils ont raison, voilà, et ils ont raison et que désolé de vous dire que même les personnes intègres dans le monde politique et je sais pertinemment qu'ils existent, c'est-à-dire que j'en connais personnellement, mais moi je suis pas le garant de la vertu. Je parle juste de ceux dont je peux me porter moi garant, parce que je les connais. Mais entre ceux que je connais, celles et ceux que je connais, et que d'autres aussi doivent connaître, qui sont des gens qui sont intègres, et franchement,
Et en plus, quand je dis ça, sincèrement, quel que soit le bord, à l'exception évidemment des droits tardés, mais, mais concrètement, même s'il y a donc des gens intègres, et je dis bien qu'il y en a, ok, euh, à un moment donné, non, en fait. La généralisation est de rigueur. C'est-à-dire que nous sommes dans un système généralement corrompu, et corrompu par nature. Parce que précisément, c'est le corollaire évident de ce qu'on appelle la démocratie représentative. Parce que, encore une fois, à partir du moment où la démocratie représentative n'a absolument aucune pertinence, ni rationnelle, ni quantitative, ni technique, ouais, Mmh. c'est-à-dire qu'en en fait, il y a pas besoin, il y a aucune pertinence, il y a aucune pertinence à ce qu'un homme ou une femme soit à l'Assemblée nationale pour décider ce que moi, toi, tous qui est présent sur le chat doivent décider également. C'est-à-dire que, en fait, soit on me dit qu'on a 577 députés experts qui maîtrisent jusqu'au bout des doigts l'ensemble des données politiques, légales, économiques, sociologiques, etc., techniques et scientifiques. Et dans ce cas-là, ok, donc on parle d'un comité d'experts, sauf que hein, ça sent pas l'expertise, hein, ça sent pas du tout l'expertise. Soit on dit non, c'est des représentants qu'en fait, ils en savent pas plus ou pas vraiment autant qu'en tout cas une bonne partie des Français. Dans ce cas-là, pourquoi ils sont là? Mmh. Ah, parce que tu sais bien, une assemblée, on peut pas mettre non plus 70 millions de Français dans une assemblée. Mmh. Bah, si, en fait. Si, ça s'appelle Internet. Mmh. Enfin, si, on a plein de procédés. On a plein de... Donc, encore une fois, c'est le corollaire inévitable parce que précisément, parce que ce qui est vrai, c'est en ayant réduit la représentativité Mmh. à un petit corps politique qui s'appelle l'Assemblée, et pire encore le gouvernement, et pire encore l'Élysée, en réalité, tu fais quelque chose de très efficace, c'est que tu éloignes de la réalité ceux qui sont censés être les représentants, Mmh. et mais tu éloignes aussi la réalité des représentants. C'est-à-dire que nous, on commence à avoir de moins en moins de prise sur eux. Vu le système tel qu'il est, comme on l'a déjà décrit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un système, ce n'est pas un système représentatif, c'est un système électoraliste. Mmh. Ça veut dire qu'il ne correspond et qu'il ne satisfait que ceux qui votent. Mmh. Et pire encore, le système est tel que ça ne récompense que ceux qui votent correctement. Et oui, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est piégé dès le départ. C'est ça qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Mais en fin de compte, parce que, comprenez bien, la démocratie et le choix du peuple, c'est tellement grave et important que normalement, tout devrait être possible, précisément pour permettre la représentativité. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que, si réellement on est dans un jeu démocratique, le vote serait obligatoire. Mmh. 2, le vote blanc serait comptabilisé et proportionnalisé. 3, il serait donc inévitablement annulatoire. Voilà. 4, il serait cohérent, c'est-à-dire il apporterait le principe selon lequel, eh bien, toute personne qui a la moindre problématique judiciaire ne pourrait pas être représentant. C'est tout. Mais Ouais, mais débat. il y a pas de non, mais 2 ans, non, mais 4 ans. Non, non, non. Mais Quand tu il sais n'y a que pas de sujet. quand tu sais qu'il y a des tafs comme ambulancier, par exemple, brancardier, où t'as pas le droit d'avoir de casier judiciaire, ou taxi, sinon tu peux pas exercer le métier, ben c'est évident que quand tu es dans la représentation nationale, tu n'as pas le droit d'avoir de casier. Il y a pas de ah, vous êtes dur, machin. Bah non. C'est en plus les gens ils te disent ouais non mais ça va détourner des fonds et tout. Enfin leur limite ça peut arriver et on l'a déjà dit ici. Bah non moi ça m'est pas arrivé de sans faire exprès détourner 4 millions d'euros en fait de l'argent public. Il n'y a pas de clémence à avoir là-dessus. Enfin je sais pas. Non, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que, là, pour boucler au moins ce premier élément d'analyse, Mhm. c'est pour ça que, pour moi, là, tu vois, c'est ça que je comprends pas dans cette phrase. En gros, j'ai envie de dire cette phrase de trop. Je pense que c'est une phrase de trop de Mélenchon, je le pense sincèrement, mais je sais pourquoi il l'a dit, mais enfin, je pense savoir. Pourquoi c'est une phrase de trop? Parce que, pardon, mais attends. Qui est-ce qui est condamné? C'est Marine. Alors, oui, et ses potes, là, Ouais. et ses complices. Et les Mais, cartes voleurs. ouais, je te jure, exactement. Mais, pardon, mais
Bah, ce n'est pas ces idées de merde qui sont empêchées d'être représentées. Bah, trouvez quelqu'un d'autre. Mmh. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Je ne comprends pas ce truc-là. C'est parce que ça a l'air si important d'affronter ces idées dans les urnes. Moi, je suis contre, hein. Je suis contre ce raisonnement à 2 balles, hein, encore une fois. Mais bon, peut-être parce que je suis un peu trop à l'école de Saint-Just. Peut-être que je suis un peu trop jacobin, sur les bords, je ne sais pas. Pourtant, j'avais des acquaintances un peu girondines, mais Mmh. moi, j'avoue, ouais, je suis peut-être robespierriste, je ne sais pas. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais concrètement, je comprends pas le je comprends pas le raisonnement. Mmh, Bah, d'accord. trouvez quelqu'un d'autre. Moi, pour moi, effectivement, si un élu ou un futur élu ou un politicien, il est inquiété par la justice, eh ben, c'est pas grave. Dégage, va préparer ta défense parce que tu dois sûrement avoir des trucs qui vont à te reprocher et laisse un honnête citoyen, car il y en a pas encore beaucoup, venir à ta place. En quoi Marine Le Pen serait-elle irremplaçable? Mmh. Je comprends pas. Dans son népotisme familial répugnant de nostalgique du Troisième Reich, peut-être, et encore. Mais sinon, exactement, exactement. DSK, il a été évincé, ben on a trouvé Hollande. Mmh. Voilà. On s'est dit deux ventripotents, allez, c'est parti. Mais sérieusement, Et d'ailleurs, je sérieusement, me permets juste de faire une parenthèse, par rapport à DSK. absolument. Cécile, absolument. DSK, il n'avait pas été condamné que, il s'est retiré du truc, hein, au même titre que Juppé, lui qui pour le coup avait été condamné, qui s'est retiré du truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat national de savoir, pourquoi les gars se retirent après leur condamnation, tu vois? C'était, bah, ou leur non-condamnation, mais après leur sauce. Bah non, c'est normal, retire-toi. Et là, Il n'y a pas de, là, d'un coup, il y a pas de sujet. d'un coup, c'en est un. C'est dingue quand même. Ils ont fait 3 émissions, Et- c'est ce soir là-dessus, hein. Non, mais il y a pas de sujet. Et c'est là que c'est très intéressant parce que l'émoi, en fait, compte l'émoi de la classe politique. Euh, l'émoi de la classe politique et médiatique sur ce sujet est un indicateur réel et précieux de la déliquescence complète du système politique de notre pays. Ça, c'est pas un scoop, c'est pas nouveau, mais voilà, là, c'est bien entamé. Que la corruption, elle est réelle et massive, et que la corruption, par nature, ne se régule pas, d'une. De deux, ce n'est pas réversible. On ne peut pas revenir à son état initial. C'est impossible. Ça ne se résorbe pas tout seul. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc en réalité, on le sait quand même Bayrou qui dit oui, l'inéligibilité, c'est vrai que ça pose des questions. Non, non, c'est toi qui te poses la question. C'est pas ça pose des questions. C'est toi qui te poses la question Mmh. parce que tu n'as pas plus de légitimité et pas plus de crédibilité et pas plus de vertu, hein, que d'ailleurs, t'as même, comme le dit les très parfaits lyrics, il n'a pas plus de vertu que le dealer de ma rue. Ouais. Littéralement, en fait. C'est-à-dire que, en fin de compte, nous avons toute une classe politique, évidemment, à l'exception notoire de la LFI, je parle Mmh. dans son positionnement politique, à cette exception notable, mais nous avons tout un positionnement politique qui s'amuse à se gargariser de la sécurité, de les délinquants, les criminels. Nous avons adopté la loi narcotrafic. Oh là là, que c'est grave. Ouais. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout des gens qui vendent une drogue qui a le malheur d'être constamment illégale, alors qu'on en vend d'autres aussi horribles de manière tout à fait légale. Mmh. Voilà. Mais oh, c'est grave. C'est vraiment des gens mauvais. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et de l'autre côté, et venir, on a une voleuse de sac à main. C'est-à-dire que même si elle avait volé un sac à main, ce serait moins pire. Mmh. Voilà. C'est elle a volé l'argent du peuple parce que cet argent-là, ça vient de nous là, c'est à nous, Mmh. ça nous appartient. D'accord, ça vient pas de nulle part. Et donc c'est une délinquante, une racaille, et que concrètement, en fin de compte, je veux bien reprendre la terminologie de Sarkozy, mais dans ce cas-là, le Cacher, on sait maintenant où il faut viser. Ouais. Voilà, et c'est ça la véritable, vue qu'il faut comprendre de la situation, c'est que en fin de compte, tout le système, en amont comme en aval, est vérolé, est corrompu. Parce que, en fait, il ne peut que l'être, déjà, parce que, comme on le dit déjà en analyse en amont, l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle fait au fin de compte? L'Assemblée nationale et le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Puisque la plupart des mesures sont décidées à l'Europe, sont Mmh. décidées auprès de l'Europe, parce qu'on a fait ces délégations, etc. Et que les lois qu'on fait ici sont soit sociétales, donc des fois elles peuvent être plus ou moins heureuses, et bien souvent elles sont malheureuses. Voilà. Où on fait, et d'ailleurs, regarde, tu vois, Bayrou qui se réveille un matin en se disant, ah oui,
c'est vrai que quand même, ce truc-là de pas de la peine appliquée tout de suite, ce qui en fait est logique. Enfin, c'est juste tout à fait normal, en fait et spécifiquement pour l'éligibilité. Parce que dans l'éligibilité, il y a quand même un minimum, normalement, le principe de la légitimité, du crédit, en fait, qu'on Mmh. doit avoir et donc, heu, là où il faut aller dans la discussion, c'est que, heu, le je sais que c'est toujours difficile, encore une fois, de l'entendre, mais il faut arrêter, faut faut arrêter de croire au système électoral tel qu'il est aujourd'hui. Oui, non, il y a Faut un faut problème. vraiment faut vraiment arrêter. Faut vraiment mais parce qu'il nourrit une bête, en fait. C'est surtout ça, c'est qu'il nourrit une bête. C'est pas simplement qu'il pose problème, il nourrit une bête. Si seulement le système électoral était en panne et ne permettait pas de traduire nos aspirations, c'est même pas ce qu'il fait. Il fait bien pire que ça. Il légitimise les pires situations. Il donne un pouvoir, en réalité, incommensurable Mmh. à des personnes qui n'ont même pas un iota de légitimité. C'est ça qu'il faut comprendre quand même. Parce que quand par exemple, je lisais, il y avait un commentaire qui était évoqué, heu, qui disait que, je sais plus c'était quoi, c'était 40 qui votent pour le statut par rapport à ceux qui votent le Front national, je crois. De quoi? Heu, heu, je sais plus, il y avait une proportion, un commentaire qui disait justement que c'était, que 40 ah oui, 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 non, non, qui parlait de Trump. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Et il y a un commentaire qui a été fait qui disait que 40 des latinos ont voté Trump. Alors attention, regardez bien, vous voyez, c'est super intéressant Ouais. et on fait la même chose pour les Afro-Américains, hein. C'est que concrètement, soyons précis, 40 des personnes qui ont voté sont d'origine latine. Mmh. Ça ne veut pas dire que 40 des latinos ont voté Trump, c'est pas la même chose et c'est pareil pour les Afro. Ah, mince, je crois que tu as frisé. Heu, ouais, il y a eu un petit crash. Vous m'entendez moi ou alors c'est que, non, non, attends, je vais le rappeler. On va voir si ça marche. Peut-être qu'il avait plus de batterie. Punaise, le gouvernement a coupé la connexion. Je te jure. Ben, vous me voyez tout? On est repéré. Alors, le message de NAFTA, j'en profite. Mélenchon a peur. Ouais. Ah oui, voilà. J'allais lire le message de NAFTA, tiens. Mélenchon a peur aussi que la justice se retourne contre lui si l'état de droit dégénère. Il a été traumatisé notamment Oui, par le cas de Lula qui a été rendu inéligible pour des raisons peu claires. Il a peur qu'un truc similaire arrive à la gauche. Pour pallier à ça, LFI veut que l'inéligibilité soit choisie par les citoyens et LFI est contre les peines à exécution provisoire. Ah, oui, intéressant. mais oui, mais je comprends, c'est tout à fait logique. Mais en fait, je suis désolé de le dire, hein, c'est trop tard. En fait, cette crainte, elle est justifiée et c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est parce que c'est encore croire que l'état de droit va continuer de se stabiliser et d'intervenir. Non, non, là je vais vous dire très sincèrement, c'est pas de la prophétie de malheur, c'est juste factuel. Hmm. L'état de droit, c'est nous assistons à son crépuscule, hein. Faut être très clair, hein. Nous assistons littéralement à son crépuscule. Parce que nous arrivons donc d'ailleurs pourquoi je parle du caractère irréversible? Justement, hein. Heu Hmm. Si on veut clarifier les choses sur la question, parce que en fin de compte, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, Kevin, c'est que, Hmm. heu nous assistons à une échelle générale et en particulier dans le monde occidental, à ce qu'il est convient d'être qualifié de faillite morale. Hmm. Ça fait très longtemps qu'en fait on est entamé dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons consacré en fait un régime de rationalité instrumentale, Hmm. c'est-à-dire on utilise la raison seulement pour faire ce qui rentre dans notre intérêt. Hmm. C'est ça en fait, hein. Vous avez son extrême, heu, manifestation avec, Hiroshima et Nagasaki,
Voilà, on utilise la rationalité, parce qu'on n'a pas pu faire ça par de la magie ou de la superstition, hein. On Mmh. utilise la rationalité, juste en passant par, comment on fait pour, récupérer l'impôt? Vous voyez? Mmh. Donc en fait, on utilise la rationalité dans une logique instrumentale, OK? Et en utilisant en fait cette rationalité, on a fini en réalité par utiliser une efficacité terrifiante qui, ne servant que des intérêts de plus en plus particuliers, se traduit fatalement par une situation de corruption. C'est-à-dire que, en fait, bah, l'intérêt privé va primer et celui qui aura le plus de moyens va faire primer ses propres intérêts et ainsi de suite jusqu'à ce que nous parvenons à ce que ceux qui ont plus de moyens en obtiennent encore beaucoup plus jusqu'à même être complètement au-dessus du lot et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les milliardaires et donc, ces milliardaires-là ne vont pas rester regarder leur fortune tranquillement. Ils vont tout simplement faire en sorte d'appliquer leur volonté sur la réalité politique et la réalité économique et sociale de leur pays. Et donc, à partir de là, il faut bien comprendre qu'ils feront tout pour empêcher ce qui va contre leur intérêt. Donc, ça signifie qu'inévitablement, l'intérêt du peuple est aux antipodes de leur intérêt. Donc, ils ne laisseront pas une assemblée de 577 pecnos diriger des lois, des règles qui iront contre leur propre intérêt. Donc oui, ça se cumule en fait, c'est aussi Mmh. simple que ça. Et de l'autre côté, comme nous mettons en place un système de privation généralisée où les gens en fait ont de moins en moins de richesses et sont de plus en plus appauvris, donc vous avez à ce moment-là deux états de fait dans cette situation. Une partie qui va crever à la dalle, mais qui va garder pour elle sa morale et sa vertu. C'est-à-dire qu'en fait, elle va s'empêcher d'être cruelle et elle va subir son sort. Et une autre partie qui refuse ce sort-là et enfin, qui refuse euh, ce sort-là et se laisse avoir par sa cruauté. Il y a une troisième voie, évidemment, hein, mais qui va se laisser aller par sa cruauté, qui va se dire rien à foutre. Moi aussi, je veux ma place. Moi aussi, je veux gagner dans ce jeu. Moi aussi, je veux être millionnaire, je veux être milliardaire, machin, machin. Plein Mbappé et compagnie, et compagnie. Et donc, va mobiliser tous les efforts pour réussir à gagner coûte que coûte, hein, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Et c'est comme ça que se répand et que se développe la corruption. Mmh. Et que la corruption n'est pas juste un joli mot ou un mauvais mot moral, c'est une réalité tangible qui a de très très grosses et lourdes conséquences, c'est-à-dire en fait la destruction de tout ce qui est vivant. Et ça va aussi bien des humains aux institutions, en passant par le biologique, l'écologique, l'environnement, tout, Mmh. absolument tout. Et, et le principe d'une corruption, c'est que c'est conforme, c'est dans la logique même de l'entropie, c'est-à-dire qu'en fait, ça tend vers l'aléatoire. Ouais, plus ça va et plus nous aurons des difficultés à prédire, ouais, c'est par exemple les États-Unis, hein, à prédire les réactions, Mmh. à prédire les Ouais, trajectoires. c'est vrai. C'est la définition même de l'entropie, hein. Et plus ça va et plus ce sera irréversible. Quand l'entropie se déploie, on revient jamais à son point initial, jamais. En physique, c'est une base de la thermodynamique. Donc, Heu, le truc, c'est que c'est de ça dont il s'agit. Mais ça ne date pas d'hier, c'est très vieux en réalité. Et c'est pour ça que c'est même impressionnant de se dire que nos systèmes humains sont en fin de compte des systèmes assez résilients et je dirais même résistants. Heu, où on a en fait une capacité à résister longtemps à cet effet de corrosif que représente la corruption, mais qu'on ne peut pas résister non plus éternellement. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que nous assistons à un effondrement, à un écroulement d'un système qui est complètement mort. Il est mort, en fait, hein, parce que faut qu'il soit complètement mort pour qu'il commence à s'effondrer. Donc, c'est pour ça que si on le voit s'effondrer, c'est que c'est fini, hein, c'est que c'est déjà un cadavre, hein. Donc, le système dans lequel nous vivons est un système qui est complètement mort. Euh, c'est normal en tant qu'être humain de croire qu'il est encore vivant et qu'il y a encore de l'espoir dans sa forme actuelle, parce que évidemment qu'il y a de l'espoir, mais dans un autre corps, dans un autre système, dans un autre système, dans un autre état, dans le sens, j'allais dire structuré du terme. Mmh. Et, et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, il faut essayer de se prémunir des effets de cette corruption. Ouais. Là, le raisonnement, il est suivant. C'est de veiller à ce que chacun et chacune d'entre nous, dans notre population, ouais, les, le bon peuple que nous sommes, que nous devons veiller à être sensibilisés pour essayer de nous préserver de ces effets de corruption. C'est ce que je disais, par exemple, quand je parlais des parents d'élèves. Mmh. Parce que on peut pas refaire l'éducation nationale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire en sorte de faire que ces effets corrosifs soient le moins violents
et les moins c'est horrible ce que je dis là, mais c'est la vérité, hein, heu, soit les moins destructeurs pour nos enfants. Mais la réalité, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Vous rendez-vous compte, ça fait plus de 13 ans qu'on ne paye plus les profs. Je dis bien on ne les paye plus, Mmh. parce que c'est une indemnité, hein, ce que reçoivent les profs, hein. Ça s'appelle une indemnité et même une indemnité, c'est presque insultant. Mmh. Voilà et que encore une fois, si des gens font des plans Mbappé, c'est qu'ils font pas des plans profs. Voilà, parce que personne ne fait des plans profs dans notre pays. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Ouais, c'est Parce clair. que personne n'a envie de personne et donc heu heu, l'ennui, c'est que du coup, en termes de résilience et en termes de préparation par rapport à ça, c'est apprendre à ce que à nos enfants, mais aussi à chacun et chacune d'entre nous tout autour de nous, que l'école n'a pas la bonne fonction aujourd'hui. Elle est dysfonctionnelle par nature et cela et je dis bien aux grandes dames des professeurs et des professeurs eux-mêmes et elles-mêmes, hein. C'est-à-dire que il il y en a énormément qui veulent faire leur taf, qui sont convaincus, qui sont passionnés et cetera, mais de ouf, hein, clairement. Là, franchement, faut avoir la foi, hein, pour être prof aujourd'hui, de toute façon. Mais peu importe, heu, c'est d'arriver à comprendre que le rôle de l'école même, tel qu'il est maintenant développé, est dangereux. Ah oui, il est même dangereux parce qu'il produit de dociles et fatigués, déjà, travailleurs, heu, qui vont devoir rentrer dans des cases et ça, bah, c'est non, en fait, c'est pas du tout le but. Donc j'ai envie de dire, l'enjeu, c'est de pirater tout. Il faut pirater l'école, il faut pirater la société, il faut pirater la cité, il faut pirater la rue, il faut pirater le commerce, il faut tout pirater, dans le sens noble du terme. C'est-à-dire faire des immixtions de ramener un peu des valeurs. Quand on parle de corruption, on parle donc inévitablement de morale. Mais quand on parle de morale, c'est pas pour aller dans une sorte d'abstraction, soit religieuse, théologique, dogmatique, ou une sorte de système superstitieux, tribal. Mmh. Non. Quand on parle de morale, on parle de qu'est-ce qui maintient l'équilibre des systèmes. C'est ça la définition basique, ontologique de la morale. Qu'est-ce qui maintient l'équilibre des systèmes? Et quand je dis des systèmes, je parle de tous les systèmes. Alors, si vous demandez ça à un chercheur en aérodynamique ou en thermodynamique, il vous dira tout de suite, comment ça marche. Mais par contre, on ne s'imagine pas que c'est la même chose pour l'ensemble des relations interpersonnelles, des relations intrapsychiques et des relations sociales en général. C'est-à-dire que, en fin de compte, quand on parle des violences sexuelles et sexistes, quand on parle de la corruption politique, quand on parle de la colonisation, quand on parle du déni et du dénigrement, quand on parle des haines, des xénophobies, des racismes et des homophobies, etc., quand on parle de tout ça, on est en train de parler de désordre et de déséquilibre dans les systèmes. Et donc, c'est prendre conscience de ces systèmes-là, de veiller à leur équilibre en cherchant à comprendre davantage leur, leur- leurs orientations, l'horizon qu'ils proposent. C'est-à-dire que, en fait, et c'est pour ça que ça nous amène à ce qu'on peut appeler une morale révisable, hein. C'est que une bonne morale est une morale qui se révise, pas une morale qui se fixe par des dogmes, hein. Mmh. Ça, non, ça marche pas. Il faut que ce soit une morale qui se révise, c'est-à-dire qui a la capacité de réviser en fonction des situations. Je sais que souvent, bon, les gens pensent que c'est incompatible, mais non, non. Le la morale est en définitive c'est une sagesse du comportement. Et c'est quoi une sagesse du comportement? C'est parvenir à définir le comportement adapté dans la situation adaptée et au moment adapté. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est comme on dit, quand est-ce qu'il est sage d'attendre et quand est-ce qu'il est nécessaire de ne plus attendre? Quand est-ce qu'il est sage d'être posé et pacifique et quand est-ce qu'il est sage et nécessaire d'agir physiquement? C'est ça, en fait, compte, hein. C'est pour ça qu'il faut sortir d'ailleurs de l'impératif catégorique, de Kant, parce que ça pose un vrai problème. On peut pas faire ça, hein. Des grandes lois morales, ça, c'est pas bon. On l'a essayé dans le temps, hein, on a vachement bien essayé. Je peux vous dire qu'énormément de femmes et d'hommes qui ont été fidèles à ce genre de maxime morale, absolue, l'ont payé très cher, en réalité, l'ont vraiment payé très cher. Heu, mais de l'autre côté, évidemment, vivre dans un espace où il n'y a plus de morale, où on considère que c'est quelque chose de superflu, voire d'encombrant, c'est clairement nous exposer à de très nombreux dangers et c'est justement c'est encore on est en train d'assister. Lorsque quand très justement, Emmanuel Todd faisait ce livre Après la démocratie en parlant de Sarkozy et qu'il disait cette phrase qui semble importante, c'est que Sarkozy n'a pas été élu malgré ses défauts, Merci c'est précis. qu'il a été élu voilà, c'est qu'il a été élu à partir de ses défauts. Trump n'a pas été élu en dépit de ses défauts.
Musk n'a pas été nommé malgré ses défauts. Ils sont positionnés précisément grâce à leurs défauts, par leurs défauts et en vertu de leurs défauts. Ce qui peut sembler très paradoxal de dire comme ça. Mmh. Et ça interroge notre société. Ça interroge notre modèle. Ça interroge nos systèmes de valeurs, en fait. Ça les interroge réellement. Et il est plus que temps de pouvoir réfléchir collectivement, je dis bien réfléchir collectivement à qu'est-ce que nous aimons et qu'est-ce que nous n'aimons pas. Et pourquoi, et quand nous aimons quelque chose, pourquoi nous l'aimons. Et quand nous n'aimons pas quelque chose, pourquoi nous ne l'aimons pas. C'est la base, hein, c'est souvent le point de départ, hein, de la morale. Et de commencer à mettre la question de la causalité et donc le conséquentialisme dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que l'essentiel, une morale saine, intelligente, rationnelle et ouverte et universelle, consisterait à considérer que ce qui est moralement à rejeter est quelque chose qui provoque du tort, à court, moyen ou long terme, et à l'individu comme au collectif. Voilà. Tout simplement, Mmh. en fait, qui cause du tort, et donc dont les conséquences donc sont nuisibles, et ce qui est moralement acceptable et désirable est quelque chose qui soit ne provoque rien de néfaste, soit mieux encore, améliore l'existence, améliore l'expérience, améliore le bien-être, le ressenti, etc., à court, moyen, long terme, à l'échelle individuelle et collective. Ça demande, ça demande un effort fondamental parce que c'est ça, en fait, c'est d'ailleurs pour ça, c'est aussi ça le piège. C'est le piège que je dis toujours, que je reproche au système religieux. C'est d'avoir installé les fidèles d'une religion dans un système de confort de morale, c'est-à-dire, en fait, où la morale, elle est dictée par autrui, par un ailleurs, en fait, hein. Oui, vous avez un code, respectez-le, tout ira bien. C'est une erreur, parce que en réalité, même les anciens textes ne disent jamais ça, hein. Ça marche pas comme ça. Parce que si c'était comme ça, mais ça serait facile. Mais déjà, on n'est pas des enfants, et même à des enfants, ça marche pas de faire ça. Mmh. Parce que qui dit morale dit toujours et constamment arbitrage, dit mobilisation de sa raison. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et j'ai envie de dire, si vous n'en êtes pas un ou une, demandez à des parents. Ils le voient empiriquement, même si des fois eux-mêmes l'oublient, mais ils le voient empiriquement, que en tant que parent, on le sent, la question de, on doit faire des arbitrages. On aimerait beaucoup, hein, on aimerait beaucoup avoir une charte qui nous dise absolument tout ce qu'il faudrait faire et ne pas faire. Oui, c'est ça ce que j'appelle le confort moral. Mmh. Mais ce confort moral est tout sauf moral, justement. Parce que, en fait, il est un confort abstrait qui nous donne l'impression qu'on a des règles bien précises, bien édictées, et qui suspend, en fin de compte, nos jugements, c'est-à-dire notre arbitrage. Non, la morale nous demande du courage, nous demande de la connaissance, donc nous demande de la curiosité, nous demande de la délibération, nous demande de l'intelligence collective, nous demande de l'écoute, parce que la meilleure manière de comprendre, c'est d'écouter et d'observer la situation. Et ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est qu'un nouveau monde se dessine, ça je l'ai souvent dit, vous l'avez entendu, et c'est clairement ce à quoi nous sommes en train d'assister. Oui, hein, je dis très clairement, je souhaite de tout cœur que ce système politique disparaisse. Parce que de toute façon, ce n'est pas qu'un souhait, parce que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ce que je souhaite également, c'est que le moins de personnes possible souffrent de ça. Voilà. Mmh. Ça, c'est vraiment ça. Je ne veux pas que les gens souffrent de ça. Mais pour ça, il faut en être conscient. Ensuite, il faut savoir prendre la distance de ce système-là, de ce monde-là. Et ces distances-là ne demandent pas qu'on s'exclue de tout, hein, c'est le contraire, hein. Prendre la distance, pour moi, c'est d'abord là-dedans, hein. Et c'est parce que c'est la même chose, c'est comme pour l'émancipation dans le travail. Avant de quitter son job, il faut d'abord s'émanciper ici. Mmh. Voilà. Parce que c'est pas je dis pas, hein, je sais très bien que c'est pas simple de dire demain: «C'est bon, j'arrête d'être un employé ou une employée». Bien sûr. Je c'est clair, hein. Mais pour moi, c'est pour ça que je parle de piratage. C'est que c'est peut-être même plus amusant de changer d'état d'esprit en se disant: «Ouais, je suis un employé, mais comme je suis un employé, et ben, je vais jouer le jeu, mais mon jeu, pas le jeu du système dans lequel je suis. Donc je vais parasiter le truc». Voilà. Et ça, c'est moral, hein. Ça, c'est profondément moral. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est déterminer dans quelle mesure des règles, des normes, nous sont profitables dans le sens noble du terme ou nous sont nuisibles. Et ça, il faut multiplier les espaces et les situations de discussion et de dialogue sur ce sujet-là. C'est très, très, très important. C'est pour ça que je disais encore une fois que c'est le problème que j'ai avec le vote. Parce que, heu, comprenez-le bien, il y a un problème de raisonnement avec le vote. Mmh. C'est on confie à des personnes dont on n'aura pas tellement prise à un moment donné nos destinées.
je trouve ça très dérangeant, Mmh. mais vraiment très, très, très dérangeant Mais d'ailleurs, je me et encore une fois ouais, je pardon. tu parce qu'avant alors là, je veux dire un truc, on s'était dit en off, mais tu disais que la faillite morale, elle était, qu'on était dans une faillite morale, donc là, c'est ce qu'on comprend, et que c'était irréversible. Dans quel sens? Oui, heu, quand je te dis que justement que c'est irréversible, la faillite morale, c'est que quand elle a commencé et qu'on l'observe au grand jour, c'est que c'est fini. Ah oui, c'est C'est qu'on est qu'il faut on attendre est que tu déjà à la fin, l'observes ouais, du ouais, tu vois, encore une fois, c'est-à-dire que, heu tu sais, c'est comme, bah, oui, tu sais, comme pour une hémorragie, en fait. ouais. Généralement d'ailleurs, il y a certaines hémorragies, tu les vois pas tout de suite, hein, tu vois? Mmh. Et mais si à un moment donné, tu commences à la voir à peu près, sortir du corps et cetera, hem, heu concrètement, la question morale, la question, de l'hémorragie, si tu la vois au gros jour, c'est que c'est fini, en fait, Mmh. c'est que c'est déjà trop tard. Les constantes vitales sont compromises. Donc le je pense sincèrement que l'élection de Macron Mmh mh. était en fait l'acte de décès de notre système démocratique, voilà. Tu vois? Encore une fois, l'acte de décès qui n'a pas été brutal. En fait, il a commencé depuis un moment. On était déjà à l'agonie depuis un long moment Mmh. et c'est un peu ça que je reproche. C'est un peu ça que je reproche à celles et ceux qui sont dans le champ politique, qui veulent continuer de croire au système. Parce que, alors attention, je sais que certains sont lucides, hein, ayant bien discuté avec eux avec elle et eux, mais concrètement, en dehors de ces personnes-là, certains croient encore et moi je leur ai de leur dire: «Mais vous croyez à quoi?» Sérieusement, sérieusement, en fait, on croit à quoi? Mmh. Ceux qui croient encore au système politique actuel, on croit à quoi? On croit, en fait, il faut entendre le raisonnement jusqu'au bout, hein. C'est que, heu, on croit quoi? On croit là que la prochaine élection, on va être suffisamment massif dans les urnes pour que ça fera une bascule et que à ce moment-là, en fait, on aura notre bon président, voilà pour, pour nous apporter les solutions auxquelles on a pensé. Mais, comment vous pensez que c'est possible? Comment vous pensez que c'est faisable ça, en fait? Mmh. Comment? Comment vous pensez? Comment vous pensez qu'on passe de 70 de d'abstention à, allez, que ne serait-ce que 35 Ouais, et et ensuite pourquoi ouais, pourquoi d'un coup les gens auraient envie? Et surtout pour qui? En fait, c'est ça que moi qui m'énerve quand les gens ils disent: «Ouais, faut se mobiliser», mais pour qui? On va pas se mobiliser pour se oui, mobiliser, tu vois? C'est, ouais. oui, non, mais non, mais c'est pour ça que c'est une vaste fiction de penser encore une fois. Justement, quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Il y a il y a enfin, vous vous rendez compte que le nombre de milliardaires ne cesse de croître? Mmh. Je veux dire, si on ne comprend pas ce que ça signifie, c'est-à-dire que là, il y a 3 000 milliardaires. Bon sang, il y a 3 000 milliardaires. Mmh. C'est c'est, bon, moi, ça me donne des idées, mais c'est des idées qui sont pas très légales, hein. Mmh mh mh. Mais concrètement, mais faut quand même se rendre compte quand même. 3 000 milliardaires qui accumulent à eux seuls l'ensemble des solutions de la planète, d'un point de vue strictement financier ou économique. Ouais, Donc, voire même plus. heu C'est je suis même pas sûr qu'on ait besoin d'autant, mais et ouais, oui et d'ailleurs, justement, je rebondis sur la question que pose Cécile sur le est-ce que c'est mieux d'être accélérationniste? Pour préciser pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que ah, l'accélérationnisme, je sais pas, ouais. l'accélérationnisme, c'est l'idée selon laquelle, quand on voit que ça a bien commencé à être la merde, ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut pas la retenir, il faut laisser, voir si c'est possible l'accélérer, faire que ça puisse être encore plus la merde. Parce que quand ça arrivera à son point maximal, parce que ça arrivera forcément à un point maximal, bah, ça finira inévitablement par péter. Et si ça pète, bah, c'est en quelque sorte, c'est exactement ce qu'on veut. Donc ça permettra en fait de, mmh, de pouvoir renverser le système et de changer et cetera. Heu, heu D'accord. et je comprends totalement Naftar, hein. T'inquiète pas, je comprends tota donc voilà et d'ailleurs, hein, Kevin, justement, par rapport à l'accélérationnisme, il semblerait, j'ai un doute, j'ai quand même un certain doute, mais il semblerait qu'un des 2 penseurs, si on peut parler de penseurs, mais qui servirait de trame idéologique, si on peut parler de trame idéologique, bref, à l'administration Trump, serait un accélérationniste. C'est-à-dire, c'est en gros, c'est quelqu'un qui fait des pré mais
En même temps, c'est pas impossible, hein. C'est pas vraiment impossible, mais j'ai quand même des doutes. J'avoue, j'ai des doutes, d'accord? Moi, perso, j'ai des doutes, mais Mmh. serait un accélérationniste qui dit, en fait, des grosses dingueries. Mmh. Ouais, dans ses préconisations de programme, ils se font appeler les philosophes des ténèbres, pour faire l'opposition avec les philosophes des Lumières. Ah Tu sais? ouais? Donc ça ressemble à du trolling, mais en fait, c'est tout à fait possible que ce soit premier degré, hein. Moi, mais bref, donc et en gros, l'un des 2 penseurs, si on peut appeler ça des penseurs, donc serait accélérationniste et pour lui, en fait, il faut qu'ils disent des grosses dingueries d'idées de programme. Ouais, il faut augmenter les droits de douane comme de partout. Il faut couper l'éducation nationale, donc en gros des grosses dingueries, donc Ouais, exactement ce que ouais, est en train de faire Trump, ouais, c'est ça, ouais. pour que comme ça, en fait, tellement il va les appliquer, ça va forcément péter de partout. Ça va tout craquer. Et comme tout va craquer, et ben c'est parfait. Tout le monde va pouvoir, on va pouvoir sortir du bois, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Voilà. L'ennui, l'ennui de, l'ennui de cette réflexion accélérationniste, moi Merci, je l'aime développé. pas trop parce que, moi je l'aime pas trop parce que, elle est contraire à ma philosophie en fait. Heu, C'est-à-dire que je suis dans une philosophie de la préservation. C'est, moi plus je peux préserver des gens, des écosystèmes, Ouais. des êtres vivants, la nature, mieux c'est. Et donc, ce n'est pas parce que j'observe clairement que la corruption est un point tel que ça va que ça va s'effondrer, que je peux, une, m'en réjouir et 2, participer à ce que ça s'accélère. Je dirais même le contraire. Je pense que nous pouvons accélérer le terme de la corruption en la freinant, chacun et chacune d'entre nous à notre échelle. C'est-à-dire en ne se laissant pas corrompre nous-mêmes. Ouais, eh oui. C'est-à-dire, et ça veut dire quoi ne pas se laisser corrompre? Ne pas accepter cette morale. Ne pas l'accepter. Ne pas accepter le plan Mbappé. Ne pas accepter que ce soit un horizon, en fait, de toucher des millions juste pour toucher des millions. Ne pas accepter d'avoir l'appétit de ceux qui nous gouvernent. Ne pas accepter d'avoir ce goût pour la domination. Ne pas accepter d'avoir une peur ou une haine de l'autre. Voilà, ça peut sembler rien, mais je suis convaincu qu'en fait, le meilleur remède contre la corruption, c'est son contraire. C'est pas plus de corruption, c'est son contraire. C'est ça qui est essentiel. Et qu'en fin de compte, et la meilleure manière donc de la stopper, c'est que nous-mêmes, nous fassions preuve en fait d'intégrité vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on soit cohérent avec nos principes, qu'on soit cohérent avec notre vision du monde, mais déjà qu'on cultive une vision du monde qui aille vers ce qui est vivant, vers ce qui apporte plus de vie aux gens, aux animaux, mais réellement qu'on arrête avec aussi les dichotomies, la séparation de la nature avec l'humain, la séparation entre le national et l'étranger, la séparation entre le corps et l'esprit, la séparation entre la science et la technique, la séparation entre l'argent et les idées. Il faut qu'on cesse avec toutes ces séparations arbitraires qui ont permis une chose importante qui est celle de diviser pour mieux régner et parvenir à investir en nous un horizon souhaitable et désirable, c'est-à-dire s'armer d'une utopie. Voilà, Mmh. c'est essentiel, je vous assure que c'est essentiel. C'est l'arme la plus radicale, la plus puissante contre les pires empires. L'utopie, intérioriser le sens de l'utopie, sentir cette importance qu'est l'utopie dans la manière de vivre au quotidien. Et donc, pour ça, je le répète, c'est que euh, le, euh, en fin de compte, vous n'avez pas grand-chose enfin, si on veut suivre cette ligne, si je puis dire, on n'a pas grand-chose à changer dans notre vie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai presque envie de dire, ça peut sembler bizarre, mais ne changez pas grand-chose. Changez simplement sa perspective. Ne, ch- ne changez même pas fondamentalement. Je sais que ça fait exercice, c'est important, mais ne changez même pas fondamentalement vos modes vos modes de, euh, de consommation, etc. Mais, mais concrètement, changez la perspective. Changez la perspective de ce pourquoi vous faites ça. Quand vous faites une chose, pourquoi vous le faites? Réinvestissez le sens dans ce que nous faisons. Réinvestissons le sens dans ce que nous faisons. Mais pour ça, c'est vrai, ça nous amener à mieux comprendre les choses, à essayer effectivement, je dirais jamais assez, faut se prendre et voler le temps, parce qu'on nous le donne pas tout le temps.
voyez le temps pour lire un peu plus, pour mieux comprendre et mieux saisir les choses. Lire à la fois des choses du passé et lire des choses d'actualité. Essayer d'analyser davantage le monde, de mieux comprendre, d'avoir les clés d'analyse. C'est là-dessus, c'est essentiel et ça nous permettra aussi d'avoir de la distance. De la distance quand on voit tout ce cirque politique qui a lieu, c'est fini. L'Assemblée nationale ne représente rien ni personne, sincèrement, Mmh. c'est terminé. Elle n'a plus au elle n'a plus du tout, heu, elle n'a plus du tout une prise avec le réel. Je c'est devenu risible, c'est devenu risible et de toutes les manières, le faut bien qu'on le comprenne, hein, depuis le 19e siècle, le monde occidental a vécu sa belle vie sur la base d'un pillage et de nombreux massacres. Ah, je suis désolé, mais il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait un retour de bâton quand même, hein. Ouais, ça, ils ont du C'est mal à c'est comprendre ça. Ils sont, bah, oui, hein. dans les médias, tu les entends dire: «Oh ça va, faut passer à autre chose». Bah, non! Ah non, 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 non. Non, mais c'est tellement vrai que, en fait, c'est non seulement on passera pas à autre chose, mais c'est même pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que vous allez payer les conséquences et donc moi je dis «vous» parce que c'est pas moi, hein, Mmh. mais l'idée c'est que chacun et chacune d'entre nous, on doit c'est pour ça que je vous dis qu'il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner de ce système, faut pas y souscrire, hein. Mais ce système va s'effondrer parce qu'il doit s'effondrer et que c'est désirable qu'il s'effondre, surtout par rapport à ce qui a été fait avant. Parce que c'est ce qui nous permettra de tourner notre page. Mais encore une fois, pas avec l'accélérationnisme, auquel je ne suis pas du tout favorable. Je pense encore une fois que quand on sait que l'arbre va tomber, la première des choses, c'est de ne pas être dans la trajectoire de la chute. Et la deuxième, c'est d'essayer de préserver tout ce qui pourrait être dans sa chute. Et enfin, c'est de veiller à préparer qu'est-ce qui se passe après la chute. Mmh. C'est c'est vraiment Sans c'est toi. ça le c'est ça l'essentiel. Donc voilà, il y a vraiment cette, je pense vraiment qu'il faut qu'on revienne à ça parce que je le vois à peu près partout. Je le vois à toutes les sphères, je le vois au niveau des, heu chez les plus jeunes comme les moins jeunes et cetera. Heu, le il y a un embarras, Kevin, il y a un embarras avec la question de la morale, tu Ouais. vois? Donc en fait, ce qui fait que la plupart des gens ne se posent même pas la question, ne se posent même pas la question: «C'est quoi la morale?» Et au final, comme on se pose même pas la question, bah, on n'apporte pas de réponse. Et comme on n'apporte pas de réponse, on n'a pas de solution pratique dans comment nous gérons nos relations interpersonnelles et comment nous gérons nos vies, en fait, tout court. Mais, heu, j'aime bien reprendre un peu ce que développe, Confucius dans les entretiens, que je recommande parce que c'est assez lisible, dans l'idée. Lorsqu'il parle du rituel, ce qu'il appelle le li, ou lait, Mmh. ça dépend comment on le prononce. Hem Heu, il disait quelque chose que je trouve vraiment important, moi ça me parle beaucoup, quand il parle par exemple de la politesse. Heu, la politesse ne doit pas être l'hypocrisie de la société. Mmh. La politesse doit être le rituel qui exprime la sincérité que j'ai de respecter l'autre. C'est ça la politesse. Mmh. La politesse ne doit pas devenir une mécanique routinière ritualiste qui ne fait que masquer péniblement une hypocrisie. Non, la politesse doit parvenir à être l'expression d'une d'un sincère respect que nous avons pour l'autre. Mais pour ça, il faut le penser. Eh oui, il faut le penser. Tu peux pas être accidentellement respectueux. Tu peux Mmh. pas. C'est quelque chose que tu dois penser. Et c'est pour ça que, heu, lutter contre les idéologies de haine, c'est précisément agir et penser dans l'opposé, c'est-à-dire le respect de l'autre et la déférence et la reconnaissance d'autrui et l'altruisme, et cetera. C'est ça, en fait, c'est vraiment il y a un vrai combat moral Mmh. à mener et qui me semble essentiel et c'est pour ça que quand je c'est pour ça que j'ai toujours cette méfiance, même quand je faisais mes études en droit, sur le fait qu'on veuille tout légaliser, qu'on veuille tout, rendre normatif par des règles. Veuillez, ne mettez pas vos pieds, sur les banquettes et cetera, sinon vous aurez une amende. Mais ça, c'est une faillite. Quand on arrive à faire ça, c'est une faillite. Mmh. C'est une faillite parce que en réalité, l'enjeu, c'est que concrètement, on devrait avoir cette déférence de se dire: «Eh mais moi, j'aime pas avoir des traces de boue là où je m'assois». J'ai des boues, vous avez compris, hein. Mmh. Bref,
Bah, et ben, moi, quand je m'assois, j'ai pas envie de faire la même chose pour quelqu'un pour un autre, Mmh. pour une autre. Je veux pas que quelqu'un vive ça. Et là, justement, je vois quelques commentaires, j'ai pas le temps de tout lire, mais qui parlent de patriarcat. Mais d'ailleurs, c'est quoi le patriarcat si ce n'est l'expression la plus extrême d'un égocentrisme masculin où en fait la société renvoie à ce masculin le fait que tout va dans son sens. Donc le masculin lui-même accepte que tout va dans son sens. Donc en fait, ne faisant pas d'efforts, il considère pas du tout qu'il a à faire des efforts. Tu sais, c'est tautologique, hein, Mmh évidemment, hein. mh. Et donc au final, le minimum, en gros, le minimum, et oui, le minimum du patriarcat, c'est ça qu'il faut se rendre compte de ça. Le minimum du patriarcat, c'est n'avoir aucune considération pour l'autre, en l'occurrence féminin. C'est ça le minimum du patriarcat. Donc, Heu, imagine l'extrême quand justement tu vas encore plus dans un délire égocentrique, et autocentré et cetera, narcissique et cetera. Mais ça là, ça, c'est pas les lois qui vont changer ça, c'est pas des lois qui vont arrêter de faire ça. C'est une éducation philosophique, littéralement. Alors certains vont dire: «Oui mais attends, c'est mort, tu veux quoi? Tu veux que tout le monde soit en mesure de philosopher?» Alors déjà oui, Mmh. absolument. C'est exactement ce que je veux, tout à fait. La philosophie n'est pas un sport d'élite, qui n'appartient qu'à un petit groupe et cetera. Non, non, non. Je pense que tout le monde je pense que c'est un impératif ça par contre. C'est un impératif que tout le monde s'outille et s'arme philosophiquement et soit en mesure en fait de discerner ce qui est un comportement, égoïste d'un comportement altruiste. Ce n'est pas facile, ce n'est pas définitif, c'est quelque chose qui se fait toujours sur le temps long et qui doit se réviser, se rénover, et cetera. Mais c'est par contre absolument vital. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a clairement de quoi s'interroger et c'est là que je dirais que le jeu était déjà problématique depuis le départ. C'est qu'il y a déjà de quoi s'interroger sur pourquoi nous n'enseignons la philosophie qu'en terminale Ouais, c'est et ouf pour ça. peu que enfin, Ouais. c'est même marrant parce que c'est presque tu sais, c'est précisément l'année après que tu n'es plus obligé d'aller à l'école. C'est presque un symbole, tu vois? Heu, donc heu oui, oui et je terminerai là sur Ouais, ce que dit Alexis, sur le fait que si la hiérarchie tombe, le le patriarcat patriarcat, ouais. tombera, avec et évidemment parce que pour que la hiérarchie tombe, il faut que, ah oui, oui, mais la philosophie, c'est l'art martial ultime Mmh. et l'art martial ultime, c'est de la philosophie. C'est le corps et l'esprit ne font qu'un. Ça, c'est indéniable et donc mais pour revenir sur ce que disait le, mmh, sur ce qu'on disait sur la question de la hiérarchie, c'est que pour que la hiérarchie tombe, il est absolument nécessaire que le plus grand nombre parvienne à ne plus y croire. Et ouais, c'est donc déjà un acte philosophique. Il est absolument impératif pour que la hiérarchie tombe, que l'ensemble, ou en tout cas que le plus grand nombre, ne croit plus en la hiérarchie. C'est réellement, franchement, c'est une affaire de croyance. Mmh. C'est une affaire de croyance, mais dans le sens le plus épistémologique du terme, dans le sens le plus philosophique du Mmh. terme. C'est briser l'idole. C'est briser l'idole, en fait. C'est pour ça que on croit que c'est des vieilles images, et cetera et tout. Mais non, c'est très sérieux. C'est très, très, très sérieux. La question des faux dieux, la question des idoles, mais c'est très sérieux. C'est un vrai, vrai, vrai problème. Un grand problème humain. Il suffit de voir, tu as vu Kevin, tu sais les gens qui parfois viennent, dire dans les commentaires: «Ah Musk c'est un idiot?» Alors là, c'est C'est la une nouvelle merde, là. ouais. Heu, c'est la meilleure. Tu sais, tu dis: «Mais si vous n'êtes même pas capable de capter que Musk est un idiot fini, mais c'est un idiot fini nuisible en plus, hein, réellement nuisible, hein. Mais il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail de fond. C'est pas simple, mais je pense, hein, je pense que c'est, heu heu, quelqu'un posait la question de comment ça se traduit au quotidien. Bah, Bah, sincèrement je lui ai et répondu. ne pensez Mmh. ouais et puis ne pensez pas que c'est quelque chose de compliqué, et de tout de suite complètement quelque chose d'éthéré, mais il y a littéralement l'enjeu de réintroduire, hem, de réintroduire de la philosophie au quotidien. Mais pas par des trucs pompeux, hein, pas par des trucs complexes que personne ne comprend. C'est que littéralement, hem, d'arriver en fait à ce que on intègre dans nos banalités des réflexions profondes. Mmh. Voilà, faire preuve à nouveau de profondeur,
dans nos quotidiens, dans nos réflexions. Totalement. C'est très important, ça va soulever des questions, ça va soulever des questions parfois ardues, mais c'est bien, c'est très bien. Parce que notre cerveau, en fait, a de grosses capacités. On peut aller très, très loin sur tout un tas de choses. Mais c'est pas encore une fois, ça demande un certain effort, Mmh. c'est une gymnastique et il faut parfois imposer une sorte de rituel, hein, comme on fait dans le sport. Il faut s'imposer une sorte de rituel où on peut se poser comme ça, discuter, réfléchir. Voilà, c'est tiens, est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai lu un il y a toujours ce conseil qu'on peut donner et moi, c'est ce que des fois je donnais aussi à mes élèves, c'est d'essayer de faire en sorte d'apprendre de toujours apprendre une chose nouvelle chaque jour. À l'école, c'est plutôt facile, même si, on n'apprend pas toujours des bonnes ch toujours de bonnes choses, mais bon, ça dépend des situations. Mais vraiment de faire en sorte d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre de nouvelles choses, pas quan c'est pas quantitatif, hein. C'est vraiment en termes de qualité, Mmh. parce que ça entraîne notre esprit, ça entraîne notre conscience, ça nous rend humbles aussi, de se dire: «Bah, il y a des choses qu'on sait pas, hein». Totalement. Le voilà. Non, mais ouais, mais c'est une bonne, c'est marrant comme on a réussi à partir enfin, tu as réussi à partir de cet épisode très actuel, de cette faillite morale, de tout ce débat autour de Le Pen et cetera et qui nous emmène au final sur quelque chose de bien plus large et et puis là, ce qui est cool, je pense que les gens vont être contents, c'est d'avoir eu des petites solutions à appliquer dans le concret. Mais, merci mille fois pour, ton intervention Hamza, parce que, Plaisir. parce que je me dis que, bah, ce qu'on fait au final, c'est pas si futile que ça. Bah, je le pensais pas, mais ça renforce l'idée et la conviction de se dire que c'est important d'avoir des espaces comme celui-ci, où on entend des propos comme le tien, où les personnes peuvent débattre, notamment sur Twitch et ça continuera sur le Discord. Et c'est la première étape, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, le fait de discuter, de remettre en question, et cetera, et puis d'essayer d'apporter, comme tu dis, de la profondeur et de philosopher, en fin de compte. C'est la première étape, vers un potentiel changement, un grand changement pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Avec grand plaisir. Hamza. Merci à toi. C'était un plaisir, ça faisait longtemps. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début et merci à votre soutien indéfectible. N'oubliez pas, si vous avez aimé, ben, il faut liker, il faut partager, suivre cette nouvelle page CKR le média. C'est dessus qu'il y aura l'épisode en entier. Mettre des étoiles, des 5 étoiles, des 5 sur 5, des je sais pas quel est le système de notation sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter, mais ça nous donne de la force. Ça fait plus d'un an et demi qu'on fait ça, je crois. On va essayer de ne pas lâcher, mais on a besoin de vous, donc merci mille fois. Merci sur Twitch, vous êtes au top. Un dernier message d'Alexis qui dit: «Nique sa mère les moustiques, ils me tournent autour depuis le début du live, j'ai pété un câble». Putain, ouais, force à toi parce que je sais que c'est pas facile ça aussi. Et puis, ben, merci à cette team incroyable des Cracks, vous êtes au top. Merci à ma chérie Gaëlle Kenny Cagnan qui nous a préparé le petit setup improvisé dans cet espace un peu exigu, mais c'était un plaisir de pouvoir quand même tenir la distance. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bye bye et à très très vite. Et j'allais mettre la fin d'émission de quoi d'autre, mais c'est pas le bon générique.